Sécure, épisode spécial. Je suis combien du bel Alex. Comment vas-tu? Super bien, le bel Alex vous salue. Il va falloir quand même que j'enlève ça, là, ça fait un petit peu excessif. À chaque fois, ça me fait péter les chevilles avec mes chaussettes et tout ça. Va falloir que je me calme. Ouais, mais je trouve ça drôle à chaque fois. Puis en plus, pour les gens, quand je download les fichiers, sont parce qu'il met un emoji. Le emoji, il suit dans les fichiers qui suivent pour le mot traitement du podcast. Fait que c'est d'autant encore plus drôle. Fait que c'est très caractéristique de ce que tu fais. Mais bref, aujourd'hui, on va parler de peut-être un sujet un peu moins excitant, en tout cas du moins a priori. C'est la prémisse, si tout tombait, qu'est-ce qui se passerait? Je te laisse commencer avec ça. Ouais. Alors, je travaille beaucoup sur ces thèmes-là de blackout, etc., parce qu'on est une société. Et cette société est hyper dépendante et on va un petit peu discuter de ça dans ce podcast et puis dans un autre. Alors, petite mise en situation, là, et je vous invite à la rigueur à fermer les yeux. Et puis là, je vais prendre ma voix d'hypnothérapeute. Installez-vous tranquillement sur un fauteuil, un siège, peu importe. Et imaginez, vous êtes le matin, vous n'entendez pas la sonnerie de votre réveil, levez, c'est encore sombre, forcément vous allez vous taper le petit orteil dans le coin d'une table, hurler, rouspéter, etc. Vous allez vous précipiter vers l'interrupteur ne fonctionne pas. Vous allez vous précipiter dans le salon, rien ne fonctionne électriquement. Même votre téléphone, vous voyez qu'il est à 2% de batterie. Et votre Apple Watch, c'est pareil, elle est à 2%. Bon, je suis pas mal Apple, vous l'aurez compris. Mais imaginez, si vous êtes plus Google, faites-le avec Google. Donc, vous levez, vous voulez vous faire votre café, pas possible de faire votre café. Vous voulez allumer la télé, pas possible. Allumer l'ordinateur, pas possible non plus. Ça commence quand même à être un petit peu oppressant. Vous avez à partir et hélas, ça marche pas. Donc ça, c'est le concept de base. Imaginez vraiment bien ça parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Au Québec, on est pas mal habitué à ça avec des coupures électriques parce que parfois l'hiver, il y a un petit peu de tempête, il y a un petit peu de neige qui font que l'électricité se coupe. Pas toujours au bon moment, mais en tout cas, ça se coupe. Donc, ouais, puis pour dire le faire au Québec, on a quand même eu la crise du verglas il y a longtemps où on a perdu l'électricité pendant plusieurs semaines, pendant de très grandes parties de la population ne pouvait pas, n'avait pas ça. Donc on a déjà eu cette crise-là. Maintenant, les infrastructures sont censées être plus résilientes et ne pas pouvoir résister à ce genre de choses-là. Mais il demeure que ça n'empêche pas le fait que ça pourrait tomber malgré tout, là. Ouais, tout à fait. Et je vais y revenir justement sur cette période. Donc, qu'est-ce que ça nous amène déjà, cette mise en situation? Le matin, on a des réflexes, on a une habitude, etc. On allume les lumières, on va prendre sa douche, on allume la radio, on écoute YouTube, on écoute des vidéos de chat, on a beaucoup parlé de vidéos de chat. Bon, bref, en tout cas, on s'agite et on utilise énormément, en fait, tout ce qui est énergie autour de soi. Mais on s'aperçoit que on est hyper dépendant et on va en parler de l'hyperdépendance par rapport à nous humains. Mais dans le cadre d'une coupure électrique, qu'est-ce que ça va nous amener en fait comme problème? C'est qu'on a une grosse dépendance à tout ce qui est numérique. Pas d'électricité, pas de numérique. Nos adolescents qui sont en permanence sur TikTok, sur Instagram, etc. Là, eux là, ils vont vivre une réelle angoisse. Si nous, adultes, mature, etc., on va pouvoir à peu près le gérer. Les ados, ça va être plus compliqué. Alors, par rapport à ça, la hyperdépendance du numérique, mais qui dit dépendance du numérique veut dire que s'il n'y a plus ce numérique, on n'a plus de cash, enfin on n'a plus de paiement par carte de crédit. Donc si votre voiture n'est pas une voiture électrique, mais une voiture à essence et que vous êtes au bout de votre réservoir et qu'il va falloir chercher de l'essence parce que vous devez descendre à Montréal ou aller n'importe où ailleurs et qu'il va falloir passer à une pompe, pas possible d'aller récupérer de l'essence. Donc, il faut prévoir en fait quelque part des plans B. Donc, plan B, de l'eau, du cash,
des piles, de l'énergie, parce que l'énergie, c'est la vie. Et puis en Espagne, quand il y a eu cette coupure électrique, je diverge à droite à gauche, mais quand il y a eu cette coupure électrique, il y a eu quand même des morts. Et ces morts, certains sont morts parce qu'ils ont un appareil là qui permet de respirer là. Et puis au bout d'un certain temps là, ça a une petite batterie, mais ça dure pas non plus une sacrée paire d'heures. Donc par rapport à ça, l'énergie, c'est la vie. Petit exemple par rapport à ça, il y a eu la panne de Rogers en 2022. Et la panne de Rogers, et je ne le savais pas, en fait, le 911, quand on appelle, ça passe en fait par les systèmes Rogers. Et puis, quand tu as besoin de secours et que les systèmes Rogers sont pas là, t'as beau faire le 911, t'as rien du tout, va falloir que tu te démerdes tout seul. Ça, c'est problématique. Et quand il y a eu la coupure en Espagne, en Suède, je crois, ou dans les pays du Nord, les numéros de secours ont été bloqués. Parce qu'en fait, leur opérateur, c'est dans le sud, en Espagne, que ça fonctionnait. Donc on est hyper interreliés. Donc là, c'est très intéressant. Si en effet, t'as plus d'électricité, là, tous les aspects de sécurité, de moyens, de cash, ça, tu l'as plus. Donc, le truc de Rogers, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un cas d'école. Et puis, il y a une autre chose que l'on constate, c'est ouais, mais chez nous, société hyper civilisée, on a tout ce qu'il faut. Ça arrivera jamais chez nous. Si, ça arrive chez nous. Le Québec, comme tu disais, en 98. L'Espagne, ça a été l'année dernière. Il y a eu dernièrement dans les pays de l'Est où, en effet, il y a eu des coupures électriques parce que il y a des vilains hackers d'État qui se sont entraînés sur une centrale électrique et qui ont fait tomber la centrale électrique. Et ça, c'est régulier, à toute évidence, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, coupure électrique, plus d'électricité, on coupe nos moyens. Et si on n'est pas équipé pour, la journée va être compliquée. Les effets dominos par rapport à ça, là, c'est que on n'a plus d'électricité, on est dans un monde où on fait beaucoup de télétravail maintenant. Donc c'est cool le télétravail. Moi j'adore le télétravail. Là, tu peux aller travailler en bobette avec des tongs ou les grosses chaussures avec plein de mousse dessus ou alors des Garfield. Tu sais. Donc bobette, chaussons Garfield, tu sais, à la totale. Il faut juste avoir le haut qui est propre, d'accord. Donc là, plus d'électricité, plus de télétravail. S'il y a plus de télétravail, comment tu peux travailler pour ta société? Donc, si tu travailles pour ta société et que tu peux pas travailler, tout ce que tu devais faire pour ta société ne peut pas être fait. Et donc, ta société, par effet de bord, va avoir des dégâts collatéraux. Donc, en fonction de ce que tu dois travailler, ça va être problématique. Ensuite de ça, tout ce qui est les machines, donc les centres informatiques, généralement, il y a de l'électricité, ça tournicote, c'est super, c'est bien, etc. Mais pour communiquer entre la banque, entre la société, pour virer ton salaire, etc., ça passe par des équipements. Et ces équipements ne sont pas tous alimentés de façon continuelle. Ils ont une petite batterie, c'est super. Internet, d'ailleurs, a une petite batterie. Moi, j'ai un truc ici, Internet. Je sais qu'il y a une batterie dedans parce que la dernière fois qu'il y a eu une coupure, ils sont venus et ils ont mis une génératrice parce que la batterie était un petit peu en bout de vie. Mais s'il y a plus ces liens Internet, ça coupe. Et donc, tout ce qui est les transferts de fichiers, il y a un moment ou un autre, ça va bloquer. On travaille sur des scénarios aussi où, justement, les centres informatiques, il y a des génératrices, mais les génératrices, ça s'entretient. Si vous avez qu'une seule génératrice, au bout d'un certain nombre d'heures, il va falloir l'arrêter pour pouvoir l'entretenir et puis la redémarrer. Centre informatique sans énergie, là, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, les applications de votre entreprise vont tomber, mais vous, à la rigueur, vous êtes chez vous, vous pouvez pas travailler puisque de toute façon, vous n'avez pas d'électricité. Que l'entreprise ne puisse plus travailler, c'est pas bien grave. Mais ceci dit, si elle s'arrête, c'est tout le pan économique de l'entreprise qui s'arrête. Et là, c'est pas juste un individu qui ne peut pas travailler, mais c'est l'entreprise entière qui ne peut plus travailler. Et donc, avec tous les effets de bord sur les clients, sur les partenaires, sur les livrables, sur tout ce qui arrive derrière ça. Donc, en fait, on a tout le tissu économique qui risque, en fait, de s'écrouler. Donc, si c'est pour 1 heure, c'est pas bien grave.
Si c'est pour une journée, bon, on va s'y faire, on a déjà eu. Mais si c'est pour une semaine, là, on arrive sur une dérive qui est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous n'avez plus accès, en fait, à vos commodités que vous avez l'habitude. Et là, va falloir rapidement regarder ce qu'il en est. Donc, revenus stoppés, plus d'argent par carte de crédit, plus d'argent liquide, puisque de plus en plus, on veut retirer l'argent liquide. Et en Europe, il y a quelque chose, et particulièrement en France, où on veut retirer l'argent liquide. Plus d'argent liquide, bah, tu vas dans une épicerie, tu vas avec ta carte de crédit, le gars il peut pas encaisser ta carte de crédit, tu peux pas acheter, il dit non, tu peux pas acheter, il y en a d'autres qui veulent acheter, et vous voyez vers quoi ça va, les gens vont commencer à s'échauffer et on va avoir des pillages. Oups là, ça commence mal la journée. Alors télétravail, on l'a vu sur l'histoire de la famille. La famille, si vous êtes à l'étranger, coupure électrique, et que vous voulez téléphoner, prendre des nouvelles, vous pouvez plus téléphoner. Donc on n'a plus les infos, on a une perte de contact sur la famille, et ça là, ça amène une angoisse supplémentaire. Mes enfants qui sont à l'école, comment ça se passe? Il y a plus d'électricité, il faut que j'aille les chercher, mais je suis pas prévenu. Oh merde, j'avais pas fait le plein d'essence de la voiture, j'ai plus d'essence. Ou alors ma batterie Tesla, enfin ma voiture Tesla était vraiment au bout de l'électricité. Merde, je peux plus la charger. Si ballot. Donc là aussi, c'est des effets dominos sur la famille, donc notre cercle principal. Et on le voit là, et ça grossit de part en part. Sur les aspects santé, là aussi, c'est intéressant parce que du coup, plus d'énergie. Qu'est-ce que je fais pour aller chercher mes médicaments? Si je vais chez un Jean Coutu de ce monde pour dire, tiens, je vais aller chercher mon renouvellement. Ah oui, mais monsieur, on n'a plus d'électricité, on peut pas faire votre renouvellement. Ah oui, mais c'est ballot, j'ai plus mes pilules. Il me les faut. Ah oui, mais monsieur, je peux pas. Ah bah, vous n'avez pas de plan de continuité. C'est le moment de sortir votre plan de continuité. Et il y en a pas beaucoup qui ont des plans de continuité et ils vont pleurer du sang. Des larmes de sang, oui, effectivement, parce que ça va être assez terrible comme situation. Puis en même temps, toute cette démonstration-là, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point on a avancé. Bon, j'avais une vidéo qui disait que récemment, c'est que le plus grand avancé, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la durée de vie moyenne de l'humain, c'était 35 ans. La médecine a eu l'avantage de faire littéralement doubler l'espérance de vie moyenne des gens, du moins en Occident, où la technologie est disponible. Mais par ailleurs, ça demande des médicaments, ça demande des appareils, ça demande beaucoup de choses qui dépendent de l'énergie, donc de l'électricité, pour être capable de nous atteindre à ça. Si on le perd, justement, comme tu pensais, les pilules, on revient comme il y a 200 ans, plus de médicaments. Juste le cas des antibiotiques est un cas qui est intéressant parce qu'on est en train de la résistance aux antibiotiques est un problème dans lequel on va revenir 200 ans en arrière sur, on va te couper, on va mourir une semaine après. C'est un peu ça qui est troublant et justement la perte où si tout tombait, on se retrouve à être propulsé dans cet univers-là où on perd tous les avantages de la société moderne essentiellement. Oui, clairement. Et en fait, on va régresser très très vite. Et en effet, on a une espérance de vie qui est autour de 70 ou 80 ans, je me rappelle plus trop. C'était garçon, c'était fille, machin, etc. Là, enfin bref, en tout cas, c'est pas 35 ans. Donc là, le fait qu'on ait plus de médicaments, là, en effet, qui va durer une semaine, 2 semaines, ça dépend des médicaments. Et les médicaments, tu vas très bien vivre sans pendant un certain temps, et puis à un moment ou un autre, ça va se dégrader. Ensuite de ça, tout ce qui est les soins de santé, là, et puis les urgences. Les urgences, au bout d'un certain temps, ils tournent sur des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, il faut que ça s'alimente, ça s'entretient, etc. Mais pour alimenter, il faut que les camions puissent circuler. Si les feux sont tous au rouge, on est bien d'accord que ça va un petit peu condenser la circulation, ça va foutre un sacré bordel. Et puis qui sait qu'on va prioriser, etc. Donc la sécurité civile a des plans par rapport à ça, là, mais ça va être un beau gros bordel. Donc les hôpitaux, à un moment ou à un autre, vont être saturés, puisque chez toi, tu peux plus appeler une 911, tu vas te déplacer, tu vas saturer la voiture, les routes, puis tu vas saturer les hôpitaux, etc. Donc saturation sur les faits de santé. La vie quotidienne, maintenant,
on le sait, la vie quotidienne, hein, sans électricité, là, en plein hiver au Québec, là, t'as pas d'électricité, là, il te faut assez peu de temps, et puis on en discutait tout à l'heure, là, il te faut assez peu de temps pour que tu aies les doigts des pieds qui gèlent. Donc, sans électricité, pas de chauffage, pas de confort, dépression, le froid, les engelures, les machins, etc. Donc bien évidemment, on va se regrouper, mais là encore, si on se regroupe, il y a un effet qui va être intéressant à voir, c'est qu'il va y avoir des tensions, etc. Et on va aller au-devant de problèmes. Donc, pas de chauffage, l'alimentation, il va de soi que si tu n'es pas capable de l'acheter, on va pas te la donner cadeau. Donc, il va falloir se confronter pour aller prendre la bouffe dans les épiceries, etc. Et forcément, l'épicier, lui, il veut pas donner sa bouffe, ce qui est logique, hein, c'est son revenu. Et toi, tu peux pas acheter. Donc, il y a un moment ou un autre, quand tu vas voir ton bébé qui pleure, etc., bah, tu vas vouloir sauver ton bébé. Donc, tu vas aller te confronter avec les personnes qui, elles-mêmes, ont des problèmes et qui vont se confronter. Il faut que je retrouve vraiment cette étude-là que on partage. Il y avait une étude qui disait qu'au bout de 3 jours, je crois même que c'est 48 heures, sans électricité à Londres, c'était la guerre civile. C'était une émeute généralisée, c'était Dieu pour tous, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, c'est exactement ce qui risque de se passer. Donc, la vie quotidienne risque d'être plus dure. Je parlais, vas-y. Ouais, puis ça me fait penser au Texas. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un problème. Justement, il y a eu une vague de froid, ce qui est étonnant au Texas. Et cette vague de froid-là a amené une surcharge sur le réseau électrique qui aurait littéralement rendu l'âme, qui a cassé. Et là, ils se sont retrouvés avec beaucoup de gens qui n'avaient plus d'électricité pendant plusieurs jours. Il faisait froid au point où, justement, ça causait des problèmes. Et c'est là qu'on voit où les gens sont peu préparés. Fait qu'ils commençaient à brûler des parties de leur maison, commençaient à faire beaucoup de choses qui sont en soi très dangereuses parce que les rejets toxiques de ces feux-là, de ces choses-là, ont amené beaucoup de décès. Pas parce qu'ils sont morts de froid, ils sont morts parce qu'ils ont respiré les rejets de la combustion duquel ils pensaient pour se sauver la vie. Donc, on a ce genre de notion-là où les gens ne sont pas en compréhension et en maîtrise même des effets de la combustion sur leur capacité de survivre. Il y a ça, plus les émeutes, certains éléments complexes dans certains commerces, puis des éléments comme ça, puis le pillage. Puis à petite échelle, là, tu parles de Londres, ça c'est immense, parce que Londres c'est très gros. Au Texas, c'était beaucoup plus petit. Et ça a été dramatique en termes de réaction, puis ce que tous les gens ont fait. Au Québec, en 98, quand c'est arrivé, on n'a pas eu tant de cas de gens qui ont commencé à brûler leur maison. Parce qu'on a déjà beaucoup de foyers dans plusieurs maisons. Déjà, on a déjà cet aspect-là. Et on a été beaucoup moins exposé à ce genre de problème. Un peu à Montréal, il y en a eu, mais c'est beaucoup plus marginal que ce qu'on a vu au Texas, par exemple. Donc, c'était très important qu'il y a une forme d'éducation sociale aussi qui se fasse par rapport à ça, parce que clairement, on a oublié ce qui se passait avant. Et tu vois, c'est là où c'est intéressant, parce que on est hyper, comment ça s'appelle, techno, là, et on perd notre côté Cro-Magnon, tu sais, où on faisait du feu, et puis on se mettait autour du feu avec une peau de bête, et puis on regardait pas la téloche, on survivait. Bah ça, on l'a plus, donc on est mal barré. Enfin bon, donc plus d'essence, etc. Alimentation, tout ça, ça va être problématique. Mais tu vois, comme exemple, je prenais justement le verglas de 98, hein, et en effet, le verglas de 98, c'est très intéressant parce que plus d'électricité, c'était en hiver. Il y a eu ça a été un triangle, hein, donc pas mal de centaines de kilomètres carrés qui ont été touchés. Et il a fallu que les gens se démerdent. Donc c'est bien parce qu'au Québec, on a l'habitude, il y a des foyers, etc. Donc il y a des gens qui ont pu se débrouiller au fin fond des rangs. Là, ils ont l'habitude. Ils ont pu retourner assez rapidement dans un mode de vie simple, hein. Mais il y en a d'autres. Je veux dire, c'est pas le cas. Donc ça a été regroupement des personnes dans des gymnases, etc. Il y a une solidarité qui s'est créée, qui a fait en sorte que pendant 3 semaines, les gens ont pu vivre, hein, survivre en fait, dans un mode très dégradé. Donc c'est possible. Et ce qui a rendu ça possible avant que ce soit le bordel, c'est que c'était vachement réparti. Ça restait quand même une bonne partie dans la campagne. Donc les gens dans la campagne, l'électricité coupe assez régulièrement. Ils ont quand même une certaine habitude, une rusticité par rapport à ça, qui ont permis d'éviter de paniquer. En pleine ville, hein, c'est complètement différent. En pleine ville,
on est des citoyens choyés, on prend le métro, il y a de la lumière partout, etc. Là, généralement, les gens, ils ont peut-être une journée, 2 jours de bouffe dans leur chez-soi là, et puis ça se limite à ça. Et concernant pour faire du chauffage dans un appartement, ça reste très vite limité. Tu commences à casser tes chaises et puis que tu commences à faire un petit foyer en plein milieu de ton salon sur ton parquet franc, tu vas avoir un gros problème. Tu vas avoir un plancher chauffant, pas à peu près. Donc tout ça là. Pour 98, ça s'est plutôt bien sorti parce que ça a été une région qui a été touchée, une partie qui a été touchée, c'est pas la province complète. Donc il y a eu de la solidarité qui a été mise en place. Il y a des gens qui ont amené, je discutais avec un gars de la sécurité civile, hein, ils ont amené en fait sur un trailer, là, sur un camion là, une génératrice, mais en fait qui est une, comment ça s'appelle, les locomotives. Donc ils ont carrément amené une locomotive sur un trailer à côté d'un hôtel où toute la sécurité civile se trouvait là, et ils ont alimenté l'hôtel en connectant en fait la génératrice de la locomotive. Donc il y a eu des tas de choses comme ça. Pour distribuer l'argent, il y avait des camions avec des distributeurs automatiques sur le camion et ils distribuaient de l'argent comme ça, etc. Donc il y a eu une belle solidarité. Et ce qu'on voit, c'est que face en fait à une situation comme ça, l'humain reste très actif, hein, et arrive à se débrouiller. Donc c'est un avantage parce que du coup on sait qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est un inconvénient parce qu'on ne fait pas toujours de plan de continuité. On dit on verra le moment venu, et le moment venu parfois le mur est trop haut à passer et tu te frappes le mur et là ça fait des dégâts collatéraux pas à peu près. Donc ça, là, solidarité. Et on le voit et on discutait ensemble avant de l'enregistrement, où on parlait que seul on va plus vite, là, quelque part, en groupe on va plus loin. Et c'est exactement ça, là, c'est que tu peux survivre seul, mais ça va être fortement compliqué, et puis tes chances de mourir sont quand même vachement plus élevées que quand tu es en groupe, parce qu'un groupe, bah, ça s'auto-protège. Et donc, hein, c'est ça qui est important, c'est que dans ce cas-là, il va falloir assez rapidement faire des groupes, hein, et puis survivre comme ça en groupe. Alors, j'avais mis ensuite de ça, j'avais préparé justement un petit scénario, et j'aimerais encore que là vous voyez, vous regardez un petit peu autour de vous. Dans votre maison, je sais pas où est-ce que vous écoutez ce podcast, hein, puis imaginez un petit peu ce moment là où vous êtes maintenant et il n'y a plus d'électricité. Regardez un petit peu ce que vous avez sous la main là, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça et qu'est-ce que vous pourriez faire. Et ce que j'invite régulièrement là, c'est par exemple, faites une demi-journée sans électricité. Juste une demi-journée sans électricité. Décidez, samedi matin, plus d'électricité pour tout le monde. Vous pouvez le simuler, sinon au pire, si vous êtes vraiment très joueur, vous coupez le breaker en bas, là, pour tout le monde, surtout vos adolescents, là. Je pense que ça va mal le vivre, mais c'est correct. Et puis regardez autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire sans électricité? Est-ce que vous pouvez vivre sans électricité? Est-ce que vous pouvez faire chauffer vos plats sans électricité? Où est-ce que je vais chercher l'eau? Parce que j'ai pas parlé de l'eau tout à l'heure, mais il faut bien savoir que l'eau, quand elle arrive dans votre tuyau, là, c'est pas parce qu'il y a des châteaux d'eau. Non, c'est parce qu'il y a une pompe qui met de la pression dans vos tuyaux, qui envoie l'eau dans vos tuyaux. Donc, on ouvre le tuyau, par magie, l'eau coule, mais sans électricité, l'eau, elle ne coulera plus. Où est-ce que vous prenez de l'eau? Regardez un petit peu autour de vous, là, où est-ce que vous prenez de l'eau? Eh ben, de l'eau, on peut en prendre à certains endroits, dont les cuvettes des toilettes. Alors, la cuvette en tant que telle, c'est une chose, c'est dégueulasse, mais en tout cas, dans les derniers retranchements, vous pouvez le faire, et pour ça, vous avez ce que l'on appelle des pailles qui filtrent très très bien, là, par rapport à ça. Mais dans le haut de la cuvette, là où il y a de l'eau là qui va dans la cuvette, dans les toilettes, hein, bah là, vous avez à peu près 8 litres d'eau. Ah bah 8 litres d'eau, vous pouvez tenir déjà une journée. Ensuite de ça, dans les ballons d'eau chaude, hein, vous avez à peu près 150 à 200 litres d'eau. Donc là, vous pouvez récupérer, etc., etc. Dans les chauffages, vous avez aussi l'eau. Bon bref, tout ça là, regardez un petit peu autour de vous en disant, si j'ai plus d'électricité pendant 3 jours, qu'est-ce que je fais pour m'alimenter? Comment est-ce que je m'alimente?
qu'est-ce que j'ai dans mes placards, qu'est-ce que j'ai dans mon frigidaire qui va s'arrêter, donc tout ce qui est denrées alimentaires qui sont dans les frigidaires, si vous n'êtes pas en hiver, que c'est en plein été, bah c'est mort, tout ça, ça va pourrir. Donc je consomme ça en priorité. Est-ce que j'ai des boîtes de conserve? Est-ce que j'ai des choses comme ça? Donc tout ça, il faut regarder. Donc je vous invite vraiment à prendre un instant là, de regarder autour de vous, si j'ai plus d'électricité, comment est-ce que je fais pour survivre par rapport à ça. Donc autre point, maison isolée. Donc là, on imagine Montréal figé là, donc il faut faire en sorte de regarder dans votre appartement comment est-ce que je peux vivre par rapport à ça et quelles sont mes possibilités de déplacement. Est-ce que j'ai un vélo, ce genre de truc. Scénario dans le côté rural. Maison isolée, comment est-ce que je vis? Alors, le côté rural, c'est bien parce que généralement, les gens sont pas mal équipés parce que des coupures électriques, il y en a régulièrement et donc ils ont une certaine dextérité. Et généralement, l'épicier, il est pas au bas de la rue, là, il faut se taper plusieurs dizaines de kilomètres pour aller chercher un épicier. Donc, généralement, on a un petit peu de stock chez soi et on peut tenir plus longtemps par rapport à ça. Donc là aussi, est-ce que j'ai suffisamment? Est-ce que je peux m'alimenter au niveau du chauffage? Est-ce que je peux me chauffer, etc.? Au niveau de tout ce qui est familial, un enfant à l'école, comment est-ce que je fais pour aller les chercher? Est-ce que mon école a une consigne si justement il y a un blackout électrique? Est-ce qu'ils ont la consigne de les garder? Théoriquement, quand il y a une tempête, je sais qu'il y a la possibilité de les conserver, de les garder, etc. là, mais c'est pas toujours le cas. Donc le fait de se renseigner, ça peut toujours être intéressant par rapport à ça. Et puis, personnel, traitements médicaux interrompus, combien de temps je peux faire en sorte de ne pas avoir mes traitements médicaux? Combien de temps? Parce qu'au bout d'un certain temps, si j'ai pas mon traitement médicaux, c'est mon pronostic vital qui peut venir. Donc, par rapport à ça, peut-être avoir du stock vis-à-vis de ça. Donc, tout ça, là, ces scénarios, regardez bien par rapport à votre écosystème, mettez-vous dans la situation de dire, OK, s'il m'arrive ça, c'est quoi mes plans? Donc, on parle beaucoup, en fait, de l'individu, plus que de l'entreprise. Habituellement, je mets des plans de continuité dans les entreprises, mais l'individu, c'est exactement la même chose. Donc, par rapport à ça, important par rapport à ça. Donc, clé de la résilience, j'en ai parlé un petit peu, là. Je suis en train de suivre mes petites lignes comme d'habitude. Clé de la résilience individuelle, donc le minimum vital, eau, bouffe, lampe pendant 72 heures. Vous avez, excusez-moi, je laisserai couper au montage. Au niveau de tout ce qui est minimum vital, au niveau de la sécurité civile, vous avez ce que l'on appelle un sac 72 heures. C'est de la bouffe, de l'eau, de l'alimentation électrique pour 72 heures. Donc, ayez ça un minimum parce que, je vous le dis clairement là, et pour avoir fait des exercices ailleurs, il est fort possible, et puis de toute façon, même sans avoir fait l'exercice, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe, par exemple Katrina, là. Il y a un très bon feuilleton qui s'est passé, une très bonne série qui est sortie sur Katrina, là, dans un hôpital. Je vous invite réellement à regarder ça, là. Ils n'ont pas été secourus tout de suite, ça a été pendant plusieurs jours après. Donc, c'est le bordel. Donc, ne pensez pas que dans le cas d'un blackout, on va venir vous aider tout de suite. Je vous l'ai dit tout de suite, ça ne sera pas le cas. Parce qu'on sera déjà saturé par rapport à ce qu'il y a à faire, tout ce qui est essentiel sur lesquels on va mettre les efforts, tout ce qui n'est pas essentiel, il va falloir vous démerder par vous-même. Donc, si vous faites partie de la catégorie non essentielle, attention, je mets des guillemets là-dessus, tout le monde est essentiel sur cette planète, il va de soi là, mais il n'empêche qu'il y en a qui sont un petit peu plus essentiels que d'autres, les pharmaciens, les médecins, tout ce qui structure la société là va être plus essentiel que des personnes qui ne structurent pas la société et sur lesquelles elles peuvent attendre. Donc vis-à-vis de ça là, soyez le plus autonome possible. Donc 72 heures, c'est un minimum. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller là, soyez autonome pendant facilement 96 heures, voire une semaine complète. Ouais, le 72 heures, c'est parce que c'est comme l'obligation de l'État de venir. C'est pour ça que la ligne du 72 heures est faite. Mais le réel, puis on l'a vu au Québec comme ailleurs, c'est comme tu dis, il y a une priorisation qui est faite, puis celle-ci ne te couvre peut-être pas pour de bonnes et de moins bonnes raisons. On peut râler là-dessus, mais il demeure qu'ils vont prioriser pour remettre la société à l'endroit. Donc les gens qui sont plus clés
pour aider à ramener le système en place, puis à ramener les choses, seront les premiers à être mis de l'avant, puis ensuite tranquillement vers les autres, ça va suivre. Clairement. Et c'est vraiment important. Et ce que tu dis, en effet, là, c'est la notion de 72 heures, c'est parce que l'État a obligation de venir te secourir dans les 72 heures. Mais ça, c'est valable quand c'est une crise régionale. C'est le verglas, là, en 98, c'est exactement ça, c'est régional. Donc là, ça s'est mis en place très, 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 très rapidement. Si c'est provincial, national, etc., là, ne comptez pas sur les secours. Puis, on en discutait avant. C'est qu'il faut bien savoir que les secours, ce sont des humains qui les font. Ces humains ont des familles, donc même s'ils donnent cœur et âme à leur travail et à leur mission de sauver les autres, il n'empêche qu'on va faire en sorte de vérifier que notre propre famille soit en sécurité d'abord, et c'est complètement humain. Donc ça veut dire qu'il y a une partie en fait de ces secours-là qui vont être concentrés à sécuriser leur famille, et une fois que leur famille est sécurisée, vont être disponibles pour aller secourir les autres. Donc, 70... Oui, c'est ça, c'est intéressant ce point-là spécifique. Puis c'est pour ça qu'en général, en état de crise, les gens qui viennent nous aider, notamment les militaires qui viennent nous aider, sont généralement pas situés de la zone, ils viennent de l'extérieur de la zone qui est touchée. Un problème régional comme la crise du verglas, ben, t'as des gens autour qui, puis ça permet ce genre de choses-là, sont dans un contexte de crise nationale, ben, tous ceux qui peuvent venir justement réguler un peu la situation puis aider à ramener ont des priorités familiales qui, des fois, vont entrer en conflit très important face à le fait d'aller en société. Là. Puis clairement, on le voit quand il y a des tremblements de terre, etc. C'est clair que les gens eux-mêmes sont touchés. Donc, du moment que vous êtes touché vous-même, c'est clair que vous ne serez pas forcément disponible pour la société. Donc, hyper importante par rapport à ça. Ensuite de ça, là, plan de communication là sur les clés de la résilience, bah, c'est important de savoir comment est-ce que je vais communiquer alors que mes moyens de communication standard, donc le cellulaire, le téléphone, peu importe, n'est plus valable. Comment est-ce que je me déplace par rapport à ça, ou est-ce que je fais un point de rencontre? Donc, quand on a des ados, etc., qui sont autonomes, et ce qu'il y a de bien au Québec, c'est qu'il y a les enfants sont autonomes relativement tôt. Hein. On voit régulièrement des enfants de 5 ans aller à l'école tout seuls sur des grandes routes, etc. Là. Donc, s'il arrive cette situation, bah, qu'est-ce que je fais? Et que tout le monde dans le tissu familial soit au courant par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Quel est mon point de rencontre, etc. Le fait de le savoir avant, là, ça va soulager l'aspect communication. Et sur le plan de communication, là, ça peut être intéressant d'avoir des solutions de communication, du style les petits radios, des talkie-walkie, des radios portatives, hein, pourquoi pas. Autonomie numérique, là, on le sait pertinemment, dans le cas d'une coupure, là, vous aurez plus accès en fait à tout ce qui est numérique. Donc ça veut dire que le papier que l'on retire partout, là, moi je suis un vieux, hein, le papier, j'adore ça. Et le papier, ça vous prend quand même du papier. Les numéros de téléphone, les papiers d'identité, les choses comme ça, là, c'est nécessaire d'avoir ce genre de choses-là. Donc d'avoir une copie de votre passeport, une photocopie de votre passeport, ça peut être intéressant, d'accord. Certains trucs numériques, les sauvegardes, ça peut être intéressant d'avoir des sauvegardes offline, parce que si vous voulez aller chercher des sauvegardes online, vous les aurez peut-être pas s'il y a une coupure électrique sur le site, etc. Dans le cas d'une coupure généralisée, de toute façon, vous n'aurez pas d'ordinateur, donc les sauvegardes, ça ne sera pas forcément utile sur le moment. Mais plus tard, peut-être. Mais ça fait partie des scénarios, puis généralement, quand on parle de la sauvegarde dans certains environnements, puis les gens, ils s'énervent un peu. Mais je dis, ça dépend, il faut remettre en perspective. Si on est dans une crise nationale, ta sauvegarde ne sert à rien parce que de toute façon, tu ne pourras pas travailler. Les choses ont changé, il faut que tu regardes la portée de ta crise sur laquelle tu veux te défendre et effectivement, là, tu vas agir en conséquence. Tu vas déplacer tes sauvegardes à l'international ou ta capacité de traitement international. Si pour l'entreprise, c'est important de maintenir s'il y a un blackout régional qui a lieu et en quelle mesure tu es capable de retourner, ou si tous tes employés, puis tu pensais de télétravail, si tous tes employés sont pas capables de travailler, à quoi bon maintenir les choses et à quoi le plan de continuité va servir réellement dans ces contextes-là. Mais c'est des réflexions importantes et s'assurer, puis là, on parle un peu plus d'individus, mais c'est une brique dans l'ensemble. Fait que si l'entreprise doit aussi être véhicule pour
s'assurer que ses employés aient une façon de continuer s'il y a intérêt à l'entreprise à continuer dans un moment où il y a une crise. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est souvent ce qui m'est demandé, c'est mais ouais, si c'est une crise nationale, là, je veux dire, tout le monde est touché, donc à la rigueur, on s'en fout. Oui, en effet, tout le monde est touché, mais il y a, n'empêche, à un moment ou à un autre, ça va revenir en état de marche. Donc, si vous êtes préparé par rapport à cette situation et que le retour à la normale, vous êtes préparé, bah, vous allez être beaucoup plus efficace. Puis c'est là où, justement, le côté capitalisme va embarquer. C'est que si vous êtes prêt à redémarrer, alors que d'autres sont encore à se poser la question comment est-ce qu'on va faire, machin, etc., là, bah, vous allez avoir un point d'avance sur vos concurrents et là, vous allez prendre des parts de marché. Donc, je veux dire, on fait pas les plans de continuité parce que c'est cool de faire un plan de continuité, sachant qu'en plus de ça, c'est chiant. Mais c'est surtout que ça permet de maintenir l'activité, c'est le cas de le dire, et puis de pouvoir redémarrer. Et puis derrière ça, faut voir l'aspect vénal sur le fait que si moi, entreprise, je suis préparé, que mon concurrent direct n'est pas préparé, bah, il est fort possible que j'aille bouffer des parts de marché chez mon concurrent direct. Donc ça, c'est un retour sur investissement. Je passe le message comme ça, là, s'il y en a qui entendent ça, là, cogitez là-dessus. Et puis la solidarité, on en a parlé tout à l'heure, là. En cas de crise, là, c'est clair que le premier filet de sécurité, c'est sa famille, mais c'est aussi son quartier. Donc là aussi, c'est important que vis-à-vis de ton quartier, même si tu peux paraître comme un illuminé, d'en discuter, de dire, bah tiens, comment est-ce que vous vivriez un blackout? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Puis donner un petit peu d'informations par rapport à ça, là. Et c'est hyper important parce que, on l'a dit, hein, quand on est en groupe, on est beaucoup plus solide que quand on est un individuel. Donc, si dans le quartier, on est conscient de ça, là, bah, ça va être beaucoup plus facile. Et ça va éviter des tensions entre les voisins qui vont dire putain, tu peux me filer de la bouffe, et puis toi qui vas dire bah non, je te file pas de la bouffe parce que sinon moi j'en ai plus. Ah ouais, mais j'ai mes enfants qui ont faim. Ouais, mais je m'en fous. Donc le fait que tout le monde soit préparé là, ça amène une solidarité et ça va être beaucoup plus facile et ça évitera des guerres de voisinage à coups de machette. Donc oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est largement mieux, c'est largement mieux. Donc ça, c'était important sur les clés de résilience. Et puis, encore une fois, tout à l'heure, quand je vous disais, regardez un petit peu autour de vous, qu'est-ce que vous pourriez récupérer pour pouvoir vivre 72-96 heures. Pensez vraiment sur l'eau, la bouffe, la chaleur, le confort, la santé. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, les dimensions sociétales, la limite de l'État. Et puis l'importance, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'État, là, elle peut pas tout faire. C'est pour ça que individuellement, il faut qu'on soit préparé, puis sur des petits groupes, qu'on soit autonome. Verglas 98, là, plusieurs régions privées d'électricité pendant jusqu'à 32 jours. Donc, ce qui est quand même relativement conséquent. Limite de l'État, Hydro-Québec débordé, armée déployée, mais impossible de tout couvrir. Donc, il est important qu'on soit autonome. Le rôle du citoyen, là, entraide massive. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'entraide par rapport à ça. Des familles qui hébergeaient des voisins, etc., communautés locales organisant justement des actions, etc., par rapport à ça. Donc, important. Mayotte, c'est un autre exemple. Hein, j'ai plein de messages qui pop-up là. Mayotte, c'est un autre exemple. Hein, le cyclone Chido, là, en décembre 24, là, a foutu un sacré beau bordel. Là, et vraiment énorme. Tout était détruit, grosso modo. Puis Mayotte, hein, c'est la France qui est derrière. Hein, donc la France, c'est quand même un pays, on va dire, assez développé là. Et on a montré quand même comment est-ce qu'on n'était pas toujours très très bon par rapport à ça. Donc, l'effet réseau, télécom, électricité quasiment hors service, habitants isolés sans possibilité de communiquer ni accéder aux services de base. Services de base, hein, boire, juste boire, c'était plus possible. Ce n'était plus possible. Déjà, Mayotte, là, en termes de conduite d'eau, là, c'est pas fabuleux, mais là, il y avait plus rien. Limite de l'État, là, sécurité civile et renfort envoyé, mais infrastructure trop endommagée pour un rétablissement rapide. Donc là aussi, on envoie des forces, hein, mais le temps que les gens arrivent, hein, que les forces, que la sécurité civile arrive, hein,
il y avait un paquet de gens qui étaient livrés à eux-mêmes, hein, et là, des coups de machette, il y en a quelques-unes qui ont été données. Rôle citoyen, la solidarité locale, on revient encore sur ça, hein. C'est crucial. Voisins partagent les vivres qu'ils avaient, entraide pour information et soutien, communauté organisant elles-mêmes leur survie en attendant les secours. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on s'est aperçu que franchement, la venue des secours, là, il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce qui a été fait et surtout sur ce qui n'a pas été fait, là. Puis je vous invite d'aller voir le monde du 15 décembre 2024. Katrina, là aussi, Katrina, je vous invite vraiment à aller regarder la série là sur l'hôpital. Moi, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Donc, les digues cèdent, ville est inondée, 1800 morts, c'est pas rien, 1800 morts, c'est quand même conséquent, donc ça donne une bonne idée du bordel que ça a généré. Limite de l'État, là, la FEMA critiquée pour sa lenteur, incapacité à coordonner. Et le feuilleton que je vous parle, là, j'ai oublié le nom du feuilleton, là, mais en tout cas, vous allez voir là, c'est exactement ça. Ça retrace vraiment bien ça. Rôle du citoyen, quartier organisant des sauvetages en bateau, églises et associations locales devenant les premiers centres de soutien. Donc là encore, ça nécessite de rationner la bouffe, rationner l'eau, parce que c'est pas parce qu'on a une inondation pleine d'eau là qu'on peut boire directement l'eau. Si vous buvez l'eau directement, là, je vous le garantis, vous allez être malade et sérieusement malade. Donc c'est pour ça, ayez une paille de filtre là. Ça prend pas de place, c'est intéressant et ça va vous éviter bien des problèmes. Donc là aussi, je vous invite à regarder le rapport du Congrès américain sur Katrina de 2006. Là, c'est aussi affligeant par rapport à ça. Infrastructure critique vulnérable. Exemple du Covid. C'est très très intéressant l'anticipation. Et là, je reviens sur le blackout. Là, certains vont me dire, ouais, mais le blackout, de toute façon, ça arrivera jamais, blablabla, blablabla. Bah, des blackouts, on en a eu dernièrement en Espagne, on en a dans des pays de l'Est. Et puis, il faut savoir qu'on a des éruptions solaires. Et même si au niveau des panneaux, des poteaux, des poteaux qui trimballent les câbles et tout ça, ça a été revu pour supporter les tempêtes, etc. Il n'empêche qu'une notion de tempête solaire, c'est donc de l'IEM, c'est l'impulsion électromagnétique, et vous avez beau avoir des super poteaux, des super pylônes, une impulsion électromagnétique, ça va vous bousiller toute votre électronique. Ça brûle les puces. Donc, c'est-à-dire que vous l'aurez plus. Donc ça, actuellement, là, on est dans une période de forte éruption solaire et on craint très fortement une éruption solaire qui soit un petit peu plus forte que les autres et qui va bousiller une partie des équipements dans une région, parce qu'heureusement ça bousille pas toute la Terre, mais c'est comme des faisceaux de microns. Donc dans une région, c'est des choses qui peuvent arriver et actuellement là, c'est un des risques les plus importants et Hydro-Québec est très attentif à ce genre de choses-là. Infrastructure, préparation du Covid, donc je reviens sur mon histoire de Covid. Eh ben, on le sait, il y a des choses, des épidémies, etc. Et si on n'anticipe pas, on se retrouve tout nu quand arrive la chose qui ne devrait pas arriver. Donc là, par rapport à ça, là, il faut anticiper. Et on le sait, anticiper 72 heures, 96 heures, là, c'est le minimum que vous puissiez faire. Après, vous improviserez au fil de l'eau. Réflexion de trop de dépendance, et puis on va en parler un petit peu dans un autre podcast, la notion d'hyperdépendance à l'électronique au quotidien. Et là aussi, c'est assez amusant. Et puis voilà, c'est pas mal ça. Alors, petite conclusion là, puis comme ça, je vais finir parce que je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre, ça doit être un certain temps. Là. Donc, la résilience commence chez soi. Donc, encore une fois, regardez autour de vous. Comment est-ce que je peux récupérer l'eau chez moi? Est-ce que j'ai suffisamment de bouffe? 72, 96 heures. Un petit défi, je vais vous en donner 3 défis là. Vérifiez vos réserves. C'est facile, vous ouvrez les placards, vous regardez, et puis vous regardez combien de temps vous pouvez durer avec. Notez 5 numéros sur papier, des numéros qui sont importants, vos contacts, vos voisins. Et puis identifiez un plan B, un lieu de repli, parce que si vous êtes dans une ville et puis que vous avez un blackout, je suis pas sûr que la ville, ça va être l'endroit le plus sécuritaire. Donc, où est-ce que vous pouvez vous rapatrier à l'extérieur de la ville? Notre société est forte si chacun est prêt à tenir 72 heures seul, d'accord? Et puis moi, je vous pose la question là, êtes-vous prêt à tenir 72 heures? Et vous pouvez marquer ça dans les commentaires.
C'est une très bonne question. Puis effectivement, on va solliciter les commentaires pour voir parce qu'il y a place à discussion, puis il y a place à amener ça. Puis dans un esprit de conscientisation, naturellement, de nous amener comment on fait ça. Ben, c'est excellent. Mais merci encore de ce partage-là, puis ce réveil-là. Moi-même, je suis pas prêt tout à fait à 72 heures. Puis je travaille lentement, mais sûrement, je vais arriver à quelque chose à un moment donné.